Jean Hersault, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences, vous êtes physicien, vous êtes un spécialiste de l'intelligence artificielle et aussi des robots. On va parler du colloque qui aura lieu le 25 mai sur le thème de l'accompagnement. Mais à propos de ces robots, vous êtes même un pionnier puisque vous avez organisé peut-être le premier colloque mondial sur ce sujet. C'était à Saint-Quentin et c'était il y a déjà 13 ans, en 1990. 23 ans. 23 ans. 23 ans. 23 ans, oui. 23 ans. C'est et oui, incroyable. on était à l'ONERA, Office national d'études et de recherche aéronautique et spatiale. Ouais. On se préoccupait donc de l'envoi de petits robots sur Mars, avec le complexe Hermès, avec la fusée et la cellule Hermès. Et donc, il fallait des petits robots. Et envoyer un petit robot sur Mars, c'est une chose, mais il fallait en envoyer un deuxième. Et comment est-ce que le deuxième allait travailler en coopération avec le premier? Et ensuite, comment est-ce qu'on allait pouvoir constituer une société de petits robots? Parce que ça pose des problèmes. On a l'impression comme ça que les robots, ils font ce qu'on leur demande de faire, non? Oui, quand ils sont tout seuls, ça marche à peu près bien. Mais quand ils sont deux ou trois et qu'il faut coopérer, vous voyez très bien que celui qui est sur Mars, c'est l'autre qui arrive et qui lui dit bon, alors qu'est-ce que tu as fait? Eh bien voilà, j'en suis là. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, le 25 mai, il y aura un colloque donc, sur le thème de l'accompagnement. Pourquoi avoir choisi ce thème de l'accompagnement? Eh bien, l'accompagnement est un problème réel à l'heure actuelle, un problème important, parce que, d'une part, tout le monde accompagne. La mère accompagne son enfant, le père aussi. À l'école, on accompagne les élèves. Au golf, vous avez le caddie et le golfeur. Le caddie. Il y aura d'ailleurs le responsable de l'enseignement du golf. Et on a, voilà. Et on a un certain nombre de problèmes dans notre société. Par exemple, comment accompagner un jeune qui sort de l'université pour intégrer l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on accompagne? Parce que la personne est vulnérable. Quand elle passe dans un monde, quand elle change de milieu, oui, il faut quand même, pour minimiser les risques, pour minimiser les erreurs, que la personne soit accompagnée. Alors ça pose évidemment toute une série de problèmes, dont le problème de rapport de pouvoir entre l'accompagnateur et l'accompagnant. Absolument, ça pose l'accompagné. Le problème de pouvoir entre l'accompagné et l'accompagnant. Ça pose des problèmes aussi affectifs. Ouais. Parce qu'il y a de l'affectif qui se met en place, oui. Et puis avec les dérives que l'on connaît à l'heure actuelle, qui sont mises en évidence à l'heure actuelle, qui sont les dérives sexuelles, et puis il y a le problème de la maltraitance. Ouais. Et ça, ce sont des problèmes réels. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ces problèmes? Eh bien, on fait des règlements. On met en place des procédures. Et on demande aux gens de respecter ces procédures, justement pour éviter ces dérives. Respecter les procédures. C'est suffisant? Non. Non, parce que les procédures, c'est fait pour être... L'humain dépasse les procédures, bien sûr. Oui. C'est fait pour être transgressé. Voilà. Seulement, le vrai problème, c'est qu'on demande aux gens de respecter les procédures et ils sont notés sur le respect des procédures et ils ne cherchent qu'une chose, c'est respecter véritablement ces procédures parce que leur carrière, leur job est en jeu. Donc, la personne accompagnée, quelquefois, elle passe au second rang. Donc, le vrai problème, pour moi, c'est un problème de conscience. Conscience de celui qui accompagne et conscience aussi de celui qui est accompagné. Parce que même une personne âgée, elle a conscience. Une personne qui est handicapée mentale a aussi conscience. Une personne qui est dans le coma a aussi conscience. Donc l'accompagnement est beaucoup plus un problème de conscience à conscience. Et quand on pose le problème de conscience à conscience, on arrive au problème de l'éthique, c'est-à-dire du respect d'un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs fondamentales de la vie. C'est d'abord le respect de l'autre. C'est le respect de l'autre, oui. Mais alors c'est amusant parce que quand vous parlez du respect des procédures, des règles comme ça, et donc de ces accompagnants qui se bordent à respecter les règles, j'avais l'impression que j'allais dire, mais ils se robotisent. Exactement, mais c'est exactement ça. Donc dans la mesure où il y a des règles à respecter, des procédures à respecter, tant qu'il y a des procédures à respecter, le robot est impeccable.
Oui, c'est ça. Puisqu'on le programme on ne pour. demande pas de penser. Voilà. Hein. Voilà. Or, justement, l'accompagnement, ça n'est pas que le respect de procédures. Il faut respecter les procédures, c'est sûr, mais il faut aller aussi au-delà. C'est-à-dire, il faut être capable de maîtriser l'affectif que l'on va avoir auprès de celui qui est coaché, par exemple. Regardez entre les nageurs, les skieurs, il y a une relation affective qui se met en place entre le coach et l'équipe. Il y a un respect mutuel, mais il y a quand même une relation affective. Ou donc, parfois il y a des conflits. Ou il y a des conflits, voilà. Mais ça fait partie de l'affect aussi. Absolument, absolument. Donc c'est là où il y a de l'humain, quoi. Il y a de l'humain. Et quand il y a de l'humain, il y a de la conscience, il y a du respect, il y a de l'affect, il y a de l'amour même. Et là, où en sont les robots à l'heure actuelle sur ce plan-là? Justement, alors, on se dit, les robots n'y arriveront jamais à intégrer l'humain, justement. Si on a tort de dire ça, non ou pas? C'est une réelle question, mais je pense que le problème, je pense, est mal posé. On a cherché à imiter les oiseaux. On a cherché à imiter les oiseaux, à voler comme les oiseaux. Et puis, il y a l'avion. Mais l'avion, c'est pas un oiseau. Mais l'avion, il nous sert beaucoup. L'avion est quand même on monte plus nombreux dans un avion que sur un oiseau. Dans la vie actuelle. Et donc, on peut penser que un jour, ça peut être autre chose. Des robots qui seront autre chose que des carcasses qui ressemblent à un être humain avec un visage souriant et des lèvres maquillées. Non, et d'ailleurs, les robots les plus performants à l'heure actuelle sont les robots qui sont dans les bourses de Paris, bourses de Tokyo. Ah oui. Dans ces bourses, ces robots qui font des opérations de bourse et qui mènent, c'est les meilleurs traders, qui mènent, voilà, et qui mènent l'économie mondiale. Et donc voilà, l'idée c'est que les robots, ça sera pas des humains, ça sera autre chose, quoi. Il y aura certainement des robots qui seront des humanoïdes. Oui. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas en attendre beaucoup. On peut pas en attendre beaucoup. Mais tout ce qui est fait en robotique, c'est quand même quelque chose de très fort, de prometteur, qui permet d'apporter énormément à l'être humain. Parce que le robot doit être conçu aussi comme une prothèse. Quand vous avez des gens qui sont handicapés physiques et qu'ils peuvent se mettre dans un exosquelette qui les aide à marcher, qui leur permet de monter un escalier, qui leur permet de supporter une charge importante, quand vous n'avez plus l'usage de vos jambes et que vous pouvez monter un escalier, ça c'est un réel progrès. Seulement, pour moi, la vraie question, c'est que, la science ne peut pas être réduite uniquement à la technologie. C'est ça. Oui. Vous parliez, on en parlait un tout petit peu avant, mais on parle d'intelligence artificielle, on parle aujourd'hui de conscience artificielle. Conscience artificielle, oui. Donc c'est bien cette idée-là. Mais aussi, conscience artificielle. Alors, il y a des recherches qui ont été faites. Il y a des recherches qui ont été faites, en particulier par le professeur Alain Cardon, au Havre, qui est maintenant à Rouen, en conscience artificielle, et il est arrivé à des résultats importants, des résultats critiques même, à tel point que, pour des raisons personnelles, pour des raisons d'éthique personnelle, il a stoppé la réalisation. Il a stoppé la réalisation. C'est pour ça que c'est une... Qui est assez rare. Oui, c'est une attitude rare et qui méritait que l'on invite le professeur Cardon à venir nous parler à la fois de ses recherches et des raisons pour lesquelles, il y a un mot sur le déroulement de ce colloque. Il est placé sous l'égide de la Grande Loge de France. Pour quelle raison? Eh bien, pour la raison suivante. Vous savez que la Grande Loge de France, c'est une obédience maçonnique, c'est une fédération,
C'est une association régie par la loi 1901. C'est une fédération de loges. Elle fédère à l'heure actuelle quelque chose comme 850 loges sur le territoire de la République française, de Tahiti aux Caraïbes. Et cette fédération, Grande Loge de France, propose à ses membres ce que je vais appeler des plateformes de réflexion, d'échange avec l'extérieur des loges, c'est-à-dire avec le public. Et oui, parce qu'il y a eu des réflexions au sein voilà. Il y a une réflexion au sein des loges, mais je dirais, au sein des loges, c'est surtout la pratique d'une méthode de travail. C'est ça qui est important, c'est la pratique d'une méthode de travail. Et comment est-ce qu'on va utiliser cette méthode de travail à l'extérieur? Comment est-ce qu'on peut échanger avec cette méthode de travail? Et donc, il y a une de ces plateformes qui s'appelle le groupe de réflexion éthique, qui est une commission obédientielle de la Grande Loge de France, et le GREOF, qui organise le colloque. Le GREOF, c'est le groupe de réflexion éthique ouest francilien. D'accord. Voilà. Et donc, dans ce colloque, il n'est pas du tout question de parler de franc-maçonnerie. Non, bien sûr, non. C'est pas l'objectif. Voilà, c'est profiter de la réflexion qui c'est simplement dans les obédiences de la Grande Loge. d'utiliser cette méthode de travail qui est basée qui est très interactive, ce qui veut dire que le colloque ne sera pas une succession d'interventions ou de mini-conférences, ça sera vraiment un débat entre les intervenants autour de la table ronde, et j'espère bien avec le public. C'est donc le 25 mai, on a malheureusement plus de temps. J'aurais bien aimé parler avec vous d'irrationnel, parce que vous êtes un des rares scientifiques qui vous s'intéressez aussi à l'irrationnel, au symbole évidemment. Oui. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer après le colloque. Là, on précise que donc ce colloque aura lieu à Saint-Quentin, à la faculté de médecine. Oui. Le 25 mai prochain. Et je dois dire que le GREOF, et en particulier moi-même, je remercie beaucoup à la fois le président Cadalbert et la communauté d'agglomération, le président de l'université, le doyen de l'UFR, de nous accueillir et de nous soutenir dans cette opération, comme nous avons été soutenus il y a 23 ans. Voilà. C'est une histoire qui continue. C'est une très belle histoire, oui. Merci beaucoup, Jean Verseau. Merci.